Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Thierry Breton. M. Thierry Breton est ancien ministre des Finances, de l'économie et des Finances en France, et ensuite ancien PDG de France Télécom, aujourd'hui PDG de Atos. M. Breton, vous êtes au Sénégal pour assister à ce qu'on appelle la 5e édition de l'UT, Forum Sénégal. Pourquoi votre présence ici au Sénégal? D'abord, je connais bien le Sénégal à titre personnel et j'y vais très souvent et depuis maintenant plus de 30 ans. Donc je m'intéresse beaucoup au développement du Sénégal et je dois dire que j'ai été assez séduit par le PSE, le plan Sénégal émergent, qui a été lancé par le président Macky Sall et je trouve que dans ce plan, il y a un volet qui est tout à fait passionnant et je crois vraiment d'actualité, qui est la composante du développement numérique. Alors je suis actuellement, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui le président directeur général d'Atos. Atos est un groupe de services informatiques. C'est un groupe de taille mondiale, nous avons près de 100 000 collaborateurs dans le monde, nous sommes présents dans 71 pays. Et au fond, je me suis dit que comme nous avions besoin de développer beaucoup de logiciels pour nos grands clients internationaux, qu'il y a au Sénégal des compétences, des jeunes qui sont bien formés, de bonnes universités, de bonnes grandes écoles, qu'avec la Sonatel, il y a des réseaux et aussi bien entendu l'ensemble des opérateurs au Sénégal, il y a des réseaux de télécommunications qui sont performants, qu'il y a une vision pour plonger le pays dans cette dimension numérique. Je me suis dit qu'il était sans doute opportun pour le Sénégal, pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le monde de l'informatique, de participer à un projet qui est de créer une plateforme numérique pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, mais aussi pour l'ensemble de nos grands clients internationaux, afin de développer des compétences logicielles pour pouvoir répondre aux besoins de nos grands clients. En quoi le Sénégal est aujourd'hui intéressant sur le plan du numérique? Le Sénégal est intéressant parce que d'abord, vous savez, il y a, pour pouvoir développer ce type de plateforme de services, et j'insiste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il ne s'agit pas d'avoir une entité qui va vendre des services informatiques aux entreprises, aux administrations locales. Il y a déjà tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui le font et qui le font bien. Et notre ambition n'est pas de nous substituer à eux, mais au contraire d'avoir ici la possibilité d'offrir aux ressources qui sont existantes, qui ont été formées, c'est-à-dire des ingénieurs et des ingénieurs, il y en a beaucoup qui sont formés tous les ans, un débouché pour pouvoir trouver la possibilité de développer des logiciels pour le compte des grands clients internationaux et donc de travailler pour l'export en fait. Pourquoi le Sénégal est intéressant? Parce qu'il y a une volonté de formation importante. Et moi j'incite évidemment tous ceux qui veulent travailler dans le domaine des sciences et techniques d'aller dans ces domaines-là. Il y aura des débouchés importants parce qu'il y a encore une fois des réseaux de qualité. La Sonatel et bien entendu tous les opérateurs ont investi massivement. Il ne faut pas oublier que la Sonatel travaille bien sûr pour le Sénégal, mais aussi pour d'autres pays autour, le Mali, la Guinée, et a vocation à s'étendre sur l'Afrique subsaharienne. Donc, et tout ça part de Dakar. Donc il y a vraiment, je crois, la base, le terreau, j'allais dire, pour avoir cette ambition. Et moi, je souhaite être l'un des acteurs de cette nouvelle dynamique. Beaucoup de jeunes Sénégalais sont des ingénieurs, sont intéressés par les nouvelles technologies numériques. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi pour eux? Oui, alors bien sûr, on va proposer des offres d'emploi. Donc nous avons déjà commencé à démarrer cette plateforme. Le groupe Atos, comme je l'ai dit, est un groupe international. Dans notre groupe, peut-être que ceux qui suivent ces questions connaissent mieux le groupe Bull. Nous avons racheté le groupe Bull. Le groupe Bull fait partie du groupe Atos. Donc nous avons déjà, encore une fois, une base importante ici et nous recrutons à travers Bull. Mais d'une façon plus générale, à travers Atos, nous avons d'ores et déjà embauché plus de 50 ingénieurs au dernier trimestre de l'année dernière. Cette année, donc en 2015, notre ambition c'est d'embaucher entre 200, 250, peut-être 300 ingénieurs cette année. Et puis ensuite monter progressivement, 500, 1000. Et puis j'ai un rêve, parce qu'il faut être ambitieux. J'espère qu'à l'horizon 2019-2020, on pourra avoir près de 2000 ingénieurs qui travailleront ici à Dakar, encore une fois, pour le compte de grands clients internationaux. Je voudrais dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que notre objectif, ce n'est pas encore une fois de nous substituer à ce qui existe, mais au contraire, d'avoir une plateforme qui va faire travailler aussi l'ensemble des acteurs aujourd'hui existants, que ce soit les PME, les sociétés de services, car évidemment, quand on a un projet de cette ambition, avec des investissements importants à la clé,
le rôle qui est le nôtre, c'est évidemment d'être un acteur au sein de l'écosystème, de contribuer à cet écosystème et surtout pas de nous substituer, mais au contraire d'offrir des opportunités aussi pour les entreprises qui travaillent déjà dans ce secteur. Oui, dans le secteur du numérique qui intéresse beaucoup de jeunes Sénégalais, il y a un réel plan de formation. Est-ce qu'Atos offre des possibilités de formation à ces jeunes? Alors c'est un point très important. Effectivement, pour l'ensemble de nos 95 000 ingénieurs qui sont aujourd'hui dans le groupe Atos, nous avons évidemment nos propres programmes de formation. Il faut une formation de base. Nous sommes déjà en contact avec les grandes universités, que ce soit à Dakar, que ce soit Gaston Berger, que ce soit l'école polytechnique de Thiès, que ce soit l'école supérieure des télécommunications. Donc on a déjà tous ces contacts qui ont été initiés. Sur Diamniadio, il va y avoir également une université qui va se spécialiser, qui aura un volet qui va se spécialiser davantage sur les aspects techniques, et donc on va contribuer à dire ce qui convient pour nous et pour l'ensemble du secteur d'avoir comme formation, en fait, comme spécificité. Donc il faut déjà des jeunes qui aient une formation de base, bien entendu, et elle est fournie. Et puis derrière, il y a des spécificités. Alors je ne veux pas employer des mots trop ésotériques, mais par exemple, on va offrir des spécialités SAP, on va offrir des spécialités Oracle. Et là, évidemment, on a de la formation en interne qui est nécessaire pour que ces jeunes, à partir de leur bagage initial, se spécialisent ensuite sur des applications ou des technologies plus spécifiques. Et leur formation doit leur permettre d'acquérir ces formations complémentaires que nous fournirons bien évidemment pour les spécialiser. Est-ce que le Sénégal va construire quelque part un hub pour vous? Ah ben, ça serait mon ambition, bien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, pour réussir, vous voyez, l'Inde a bien réussi ce type de développement. L'Inde travaille beaucoup dans des développements logiciels pour des entreprises du monde entier. Et moi, je me suis dit, évidemment, et nous avons du reste des salariés et des ingénieurs, beaucoup en Inde, mais je me suis dit, au fond, pourquoi pas faire la même chose pour l'Afrique subsaharienne, alors évidemment, et peut-être aussi pour l'Afrique francophone. Atos est un groupe européen, mais à origine française. La francophonie qui nous unit tous est un espace dans lequel nous partageons des valeurs communes, une culture commune ou des cultures communes, bien entendu une langue commune, une compréhension commune. C'est un peu ce que, toutes choses étant égales par ailleurs, ce que le monde anglophone a réussi à fédérer, et avec l'Inde qui était devenue un peu un pays qui a su développer des compétences informatiques et logicielles pour l'espace anglophone. Pourquoi ne pas nous donner les moyens de faire la même chose dans un espace francophone? C'est un peu mon ambition. Et du reste, avoir un hub, comme vous le disiez, si je reprends votre expression, un hub qui pour moi doit être localisé à Dakar pour les raisons que j'ai indiquées, et je veux les répéter, des très bons réseaux de télécommunications, des acteurs de télécommunications qui sont performants et qui dépassent le cadre national du pays, de bonnes universités, de bonnes structures de formation, une volonté politique, et j'aurais dû commencer par cela du reste, clairement marquée à travers le plan Sénégal émergent qui vraiment veut projeter le Sénégal dans cette nouvelle dynamique avec tous les acteurs politiques et économiques et socio-économiques qui sont fédérés par cette vision commune et qui va dans ce sens. Et puis également une réglementation qui doit donner à la fois la vision, la visibilité, mais aussi la stabilité. Lorsqu'on réalise des investissements de cette nature, et qui sont des investissements humains évidemment, il faut avoir toutes ces composantes, la formation, les réseaux, la vision politique, la stabilité, et puis j'allais dire aussi un écosystème qui est important. Il y a aujourd'hui à Dakar un écosystème de petites et moyennes entreprises, d'acteurs indépendants, de conseils, de consultants importants, et notre ambition, je le répète, c'est pas de nous substituer à eux, mais c'est aussi de leur offrir la possibilité peut-être de travailler avec nous, à l'export donc, puisqu'on va exporter ce savoir-faire pour le compte de nos grands clients. Oui, vous venez dans un pays où aujourd'hui peut-être qu'il y a une minorité qui comprend le français. Et le téléphone portable est devenu aujourd'hui un logiciel ou bien un outil qui pénètre dans tous les foyers, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à cette langue. Comment gérer ces gens-là pour qu'ils ne soient pas oubliés par les projets mis en place? Alors ça, c'est une deuxième dimension. Vous parlez de ce qu'on peut qualifier de la fracture numérique. Absolument. C'est-à-dire que moi, je parle là, évidemment, le projet sur lequel nous travaillons concerne essentiellement la possibilité d'offrir à des ingénieurs sénégalais. Et je voudrais dire que des ingénieurs sénégalais qui résident au Sénégal, ou peut-être également d'autres qui travaillent en dehors du Sénégal, à l'international. Il y en a beaucoup qui travaillent en Europe, il y en a beaucoup qui travaillent en France, aux États-Unis,
moi, mon ambition, c'est aussi que ceux qui le souhaitent, à travers un projet de cette envergure, qui est le nôtre, que nous portons, qu'ils puissent revenir au pays, peut-être pour contribuer justement à ce développement. Et bien cela, évidemment, comme vous le dites implicitement dans votre question, ils maîtrisent déjà cette dimension, ils sont déjà bien formés et ils comprennent ce monde. Mais vous avez parfaitement raison, il y a aussi toute une frange de la population qui, elle, à la fois maîtrise bien, je dirais, les portables, parce qu'aujourd'hui le portable est devenu quasiment un outil accessible et de très grande consommation. Donc il y a cette dynamique-là, mais tous les services qui sont offerts aujourd'hui, les applications, les jeunes qui nous regardent le connaissent, et ceux qui sont dans ce monde-là, le monde de l'Internet, toutes les apps, comme on dit, effectivement, étrangers à une grande partie de la population. Et là, il y a vraiment une dimension politique qui est importante, parce qu'évidemment, il faut à la fois éduquer, donner les moyens, et les moyens à très bas coût, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui d'offrir ces services à bas coût. Le coût est un élément extrêmement important. Ça existe évidemment de plus en plus. Je sais que la Sonatel fait des efforts très importants pour cela. Il faut l'encourager du reste à le faire, soit en direct, soit à travers les fondations. Donc là, il y a toute une dynamique, une dimension politique, de politique socio-économique, dans laquelle nous sommes prêts à contribuer, parce qu'à partir du moment où nous souhaitons être un acteur important pour le développement du Sénégal, bien entendu, cette dimension, j'allais dire, sociale, est une dimension qui est importante pour nous. Nous sommes responsables et nous sommes conscients de nos responsabilités. On saura le jouer à partir du moment où le gouvernement nous proposera de contribuer à des projets. Mais en quoi cette transformation digitale peut aujourd'hui aider à la compétitivité du Sénégal à travers le monde? Alors la compétitivité, elle va se développer sur plusieurs angles. D'abord, il y a la compétitivité, j'allais dire, des entreprises elles-mêmes. Les entreprises elles-mêmes, évidemment, utilisent de plus en plus, les entreprises moyennes ou grandes du reste, l'outil informatique pour leur propre activité. Et donc, il y a cette nécessité qui va augmenter la compétitivité, la productivité, et faire en sorte que le Sénégal maintienne son rang, j'allais dire très dignement, dans la compétition mondiale. La compétitivité, c'est aussi la compétitivité de l'administration. Je sais que le gouvernement et le président Macky Sall ont l'ambition de moderniser l'administration. L'administration doit être plus efficace, plus moderne, plus compétitive, plus réactive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil technologique et l'outil digital permet de le faire. Mais il y a une autre dimension. C'est que désormais, toute l'activité humaine, j'allais dire, elle laisse pour beaucoup d'entre nous une trace. Lorsque nous consultons des sites sur Internet ou sur son smartphone, on laisse la trace et quelque part, ces informations, elles existent. Et pour ceux qui ont accès à ces informations, c'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour les entreprises, l'agrégation de ces informations permet de créer des services nouveaux, des applications nouvelles et de la valeur ajoutée nouvelle. Et donc, il y a la nécessité pour le Sénégal de prendre conscience que les informations qui sont créées par les concitoyens sénégalais et par les entreprises sénégalaises font partie du patrimoine aujourd'hui de la nation et qu'il convient de le protéger de façon à pouvoir en tirer les services de demain qui vont contribuer et à l'innovation et à la compétitivité du demain pour nos enfants. Là, vous posez la question des données informatiques. Bien sûr. Aujourd'hui, le problème fondamental, c'est une bataille autour des données aujourd'hui. Les grandes entreprises veulent aujourd'hui se battre pour contrôler les données. Quelles sont les garanties que le Sénégal peut avoir aujourd'hui pour que justement ces informations-là ne trouvent pas ailleurs? Alors c'est une excellente question, c'est un sujet fondamental sur lequel mon groupe et moi-même, nous nous battons beaucoup. La protection des données, la maîtrise de ces données, ce patrimoine informationnel fait partie aujourd'hui des actifs d'un État. Et ce sont quasiment des actifs à gérer comme des actifs de souveraineté. Lorsque j'étais, vous l'avez rappelé tout à l'heure à nos téléspectateurs, j'ai été pendant près de 3 ans le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le dernier ministre de Jacques Chirac, président de la République. Et j'avais à Bercy, donc au ministère des Finances, j'avais créé l'Agence pour la protection du patrimoine immatériel de l'État. L'État crée un patrimoine informationnel, immatériel. Les informations, le cadastre, les routes, l'eau, mais aussi des informations qui sont sur nos compatriotes. Alors certaines sont totalement confidentielles. Les données, par exemple, fiscales, n'ont pas vocation, évidemment, à sortir. Et au contraire, c'est un coffre-fort numérique. D'autres données sont des données qui peuvent être utilisées avec l'accord des usagers et vont permettre d'avoir la possibilité de créer ces fameux services à valeur ajoutée. Ceci étant dit, il est absolument indispensable que l'ensemble
du Sénégal prennent conscience de cette richesse que nous créons les uns et les autres, et comme vous le disiez tout à l'heure, fassent en sorte qu'elle ne s'évapore pas dans tel ou tel, on appelle ça le cloud, le nuage en français, donc, et que ces données se retrouvent dans d'autres pays qui vont les utiliser à notre corps défendant. Donc il y a d'abord la notion de prise de conscience qui est importante, il y a ensuite une régulation à mettre, et moi je pense que la régulation, elle doit être faite bien entendu au niveau d'un pays, mais peut-être aussi d'un groupe de pays. Vous voyez, je me demande si il ne serait pas opportun, compte tenu de ce que je pressens comme étant vraiment une dynamique d'avance aujourd'hui. Cette prise de conscience, je la sens vraiment très forte au Sénégal, bien que le Sénégal devienne un peu un pays leader et aille parler à ses pays frères, à ses pays amis, pour dire pourquoi ne pas avoir la même régulation au niveau de la protection des données et dire par exemple que les données créées par les Africains doivent être stockées, traitées, sur le territoire africain, au sens large, de façon à ce que la régulation l'impose et que, ce faisant, on protège l'avenir. On protège l'avenir. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut en prendre conscience et c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en mouvement. Et moi j'espère qu'à travers toutes les initiatives qui sont prises par le président Macky Sall, par le gouvernement sénégalais, par le ministre du PSE, par le Premier ministre bien entendu, qui a été ministre du PSE avant et qui aujourd'hui porte toute cette politique, eh bien on rayonne en dehors des frontières du Sénégal, on commence à se faire entendre en dehors du Sénégal et on commence, ce faisant, à, je dirais, agréger 1, 2, 3 pays qui vont avoir le même type de régulation et qui vont créer une sorte d'espace protégé pour que les données, bien entendu, circulent d'un pays à l'autre, mais soient traitées, stockées sur le territoire africain et bien entendu le Sénégal a tout son rôle à jouer. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas très bien ce que ça veut dire les données numériques, quels sont les enjeux de contrôle de ces données? Les enjeux, c'est évidemment d'abord des enjeux de confidentialité. Voilà, lorsque vous consultez votre smartphone ou vous ne voulez pas forcément que n'importe qui puisse savoir ce que vous faites, ce que vous consultez et au fond connaisse aussi votre profil, qui vous êtes. Et ça, vous avez rarement maintenant la garantie. La garantie, elle est donnée par exemple sur un territoire. Mais quand ça quitte le territoire et que c'est stocké dans je ne sais quel serveur, dans je ne sais quel pays, on ne sait pas finalement qui va avoir accès à ces données, qui va en faire l'usage et quel usage il va en faire. Donc il y a d'abord une première protection qui est une protection personnelle. Lorsque je consulte sur Internet, je laisse une trace. Cette trace, elle m'appartient et je veux la maîtriser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, ces données, c'est aussi, lorsque ça concerne des entreprises, c'est des données stratégiques, à vocation stratégique. Et là, est-ce que ce soit par exemple des données qui concernent la comptabilité des entreprises, que ce soit des données qui concernent les données des ressources humaines, du personnel, c'est des données qui sont, ou des données techniques, c'est des données qui sont évidemment des données qui font partie, là encore une fois, du patrimoine des entreprises. Elles ont l'obligation de la protéger comme on protège un entrepôt ou comme on protège des marchandises. Donc là, il y a ce niveau de protection qui est important. Et puis ensuite, il y a au niveau des États. La souveraineté est également une souveraineté à définir désormais dans cet espace numérique, dans cet espace informationnel. On le voit avec les attaques maintenant qui sont très médiatisées. On l'a vu bien entendu avec les révélations de l'affaire Snowden, mais on le voit aussi avec ce qui s'est passé avec Sony. Donc on voit aujourd'hui, tous les jours, vous savez, nous voyons nous-mêmes que les hackers, donc ces nouveaux pirates informatiques, alors est-ce que derrière ce sont des individus, est-ce que ce sont des groupes de pression, est-ce que ce sont des États? Les questions sont ouvertes et elles sont légitimes, il est légitime de se les poser. Mais il est dans l'obligation, encore une fois, des États et des entreprises de se défendre et de protéger ce patrimoine informationnel qui appartient à l'ensemble de la communauté nationale. Oui. Et ça, c'est vraiment une obligation nouvelle aujourd'hui, sur laquelle nous travaillons beaucoup, et sur lequel moi je suis prêt à réfléchir avec les autorités du Sénégal parce qu'il y va de la souveraineté du pays. Oui, l'autre question fondamentale, c'est par rapport justement à ces hackers, à ces groupes de djihadistes et terroristes qui peuvent être derrière ces sites. Est-ce qu'aujourd'hui les États sont assez protégés pour justement gérer ces données qui peuvent tomber entre les mains de n'importe qui? Oui, bien sûr que les États sont protégés et on a les techniques existent. Le groupe, je vous donne un exemple, le groupe Atos est le partenaire informatique des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que depuis maintenant près de 15 ans, un peu plus même, nous fournissons l'ensemble des prestations et de la sécurité informatique pour l'ensemble des Jeux Olympiques. Alors on était présent évidemment à Londres, on était présent à Sochi pour les Jeux d'hiver,
on sera présent à Rio. Je vous donne un exemple. Les Jeux Olympiques, c'est évidemment, tous nos téléspectateurs connaissent les Jeux Olympiques, ils sont évidemment, comme tout le monde, j'imagine, passionnés. Mais c'est un événement de taille mondiale. Donc, les hackers, ces pirates informatiques, sont friands d'événements mondiaux qui vont pouvoir avoir un retentissement sur leurs actions néfastes. Eh bien, sachez qu'à Londres, par exemple, nous avons dû mettre des barrages, des filtres pour empêcher les attaques et nous avons recensé 250 attaques ou incidents par seconde. 250 attaques ou incidents par seconde. Ça vous donne l'ampleur, évidemment, du phénomène mondial. Donc, et aucune n'a pu, finalement, procéder à ces actes néfastes. Mais certaines sont rentrées assez loin, on les a stoppées. Ça vous montre deux choses. D'abord, que c'est le monde dans lequel nous sommes. Et deuxièmement, que des protections existent. Même si ces protections, elles ne sont jamais sécurisées à 100%, elles existent, on les améliore en permanence, mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Et je crois qu'il faut l'accepter. Si on l'accepte, on l'intègre, alors on rentre de plein pied dans cette nouvelle dynamique qui va non pas se substituer à l'espace territorial, l'espace maritime, l'espace aérien, mais c'est un quatrième espace aujourd'hui, qui est un espace qui est l'espace informationnel, l'espace digital, qui est un espace qui est également de la souveraineté des États. Il faut le protéger comme on protège son espace territorial ou son espace maritime ou son espace aérien. Ben, il faut protéger aussi son espace informationnel, en sachant que c'est dans cet espace-là qu'on crée beaucoup des innovations et des richesses de demain et des emplois de demain, comme l'initiative que je prends aujourd'hui avec Atos pour le Sénégal le démontre. Notre enjeu aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'au mois de juin prochain, le Sénégal va passer au numérique. Aujourd'hui, sur le plan du contenu aussi, il y a une bataille qu'il faut mener. Sur le plan du contenu, ne pas subir ce qui vient tout juste de l'extérieur. Quelle est aujourd'hui la position ou le travail qu'il va être fait justement pour que le contenu de l'extérieur n'envahisse pas les contenus africains? Ça, c'est absolument essentiel. D'abord, cet enjeu, ce passage au numérique, au digital, c'est un enjeu important et le Sénégal, là, va être un acteur important dans ce basculement. Donc, évidemment, je ne peux que me féliciter de cela. Ça va permettre la multiplication, évidemment, des canaux de distribution à moindre coût, et donc la multiplication des contenus. Et là, il est absolument indispensable, évidemment, que l'ensemble de tous ceux qui sont des créateurs de contenu puissent saisir cette opportunité. Vous avez raison. En fait, le digital, c'est pas, je dirais, l'uniformisation, mais c'est au contraire l'explosion d'un monde de contenu. On le voit du reste aujourd'hui. À partir du moment où on peut quasiment toucher la sensibilité, la définition de chacun et de chacune d'entre nous, on sait ce qui l'intéresse par rapport à d'autres choses, ben, on peut éviter tous de regarder au même moment les mêmes séries qui viennent du même endroit. Et je pense en particulier aux séries américaines, par exemple, qui ont quand même laminé un peu culturellement une bonne partie de la planète au cours des 20 ou 30 dernières années. Moi, je pense que ce monde-là doit être révolu. C'est-à-dire que la digitalisation, le numérique, va permettre à des acteurs, y compris des acteurs de moindre taille, de proposer leurs innovations et leurs contenus. Regardez par exemple dans le monde de l'Internet, toutes les innovations que l'on voit sur YouTube. Dès que vous avez une idée, un petit film amusant, vous pouvez avoir des millions de vues. Alors qu'avant, c'était complètement impossible. Donc on voit bien qu'on va pouvoir dupliquer de façon plus professionnelle, bien entendu, ce qui se passe en termes de foisonnement dans le monde de l'Internet, en étant plus professionnel dans le monde du numérique. Il faut s'y préparer aujourd'hui, évidemment. Et il faut trouver aussi les modèles économiques qui le permettent. C'est vrai aussi que c'est moins cher aujourd'hui de faire de la production peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais il faut trouver, évidemment, un public. On a la possibilité de le trouver à partir du moment où on va diffuser des contenus qui ont une sensibilité particulière et qui vont trouver de la résonance chez certaines ou certains des téléspectateurs. Là, je crois qu'il y a un enjeu absolument essentiel. Il faut bien prendre conscience que cette explosion du digital et du numérique est un instrument pour lutter contre l'uniformisation des contenus, je dirais, pré-mâchés et pré-payés. Mais c'est à chacune et chacun de prendre ses responsabilités et puis d'y aller. Les gros problèmes des jeunes africains aujourd'hui, les Sénégalais qui sont là, c'est que justement, ils veulent bien entrer dans ce monde-là. Mais il y a tout un accompagnement dans la formation pour justement amener du contenu par rapport à ces nouvelles technologies. Alors là, c'est vrai que, et c'est quelque chose dont je vais discuter avec les autorités sénégalaises, parce que je pense qu'il faut voir comment des groupes
comme les nôtres peuvent apporter leur contribution pour accroître la formation dans les écoles. Il y a des initiatives qui sont prises par Sonatel du reste, dans les écoles, dans les collèges, pour vraiment commencer à sensibiliser les jeunes. Vous savez, pendant longtemps, on a dit que l'école devait apprendre à tous nos petits à lire, écrire et compter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'école, il faut qu'on s'en donne les moyens, et des groupes comme les nôtres vont pouvoir contribuer, apporter leur contribution là où ils sont. Lire bien sûr, écrire bien sûr, compter évidemment, mais aussi commencer à apprendre les techniques, la compréhension de ce monde digital. Et là, il va falloir évidemment trouver des partenariats. Nous, on est prêts à jouer notre rôle de là où nous sommes. Oui, parce que les enfants dans les écoles aujourd'hui ne sont pas peut-être très préparés à cette révolution. Il n'y en a pas dans les villages les plus reculés au Sénégal. Ils entendent parler. Facebook et d'autres pages, mais ils n'ont pas accès à ça, ils le connaissent. Les enfants et puis aussi les professeurs. Les professeurs connaissent ça, mais souvent ils n'ont pas les moyens non plus pour pouvoir le faire. Alors bien sûr, les professeurs connaissent tout ça, ils sont formés, ils sont bien souvent utilisateurs, mais ils n'ont pas non plus les moyens de... Parce qu'évidemment, ce sont des techniques qui ne s'expliquent pas. Ce sont des techniques qu'on apprend de façon tactile, en le touchant, en naviguant. Un peu ce qui explique du reste le succès auprès des jeunes, c'est un peu par action-réaction, comme un enfant apprend. Il sait que si ça brûle, il retire sa main, et il avance un peu. Et c'est un peu comme ça le monde de l'Internet. On peut l'apprendre, on a une capacité d'auto-apprentissage par soi-même. Encore faut-il avoir les instruments et les réseaux. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, vous avez raison. Ça doit faire partie évidemment d'une dynamique et d'une dimension politique. Je le redis, on n'est pas nous un acteur politique, bien entendu, nous sommes une grande entreprise. Mais j'ai pris la décision de faire en sorte que le Sénégal, pour nous en tout cas, sera un pays important et on saura jouer notre rôle là aussi de responsable social. Monsieur Chérif Breton, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je vous rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances en France, ancien PDG de France Télécom, et aujourd'hui vous êtes PDG de Atos, un groupe qui travaille dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et que vous êtes déjà implanté au Sénégal, que vous comptez accompagner le plan Sénégal émergent. Merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Merci. Au revoir.